Philippe? Ah, voilà, j'ai toujours rêvé de faire ça dans une audience. Je vous remercie d'être nombreux et nombreuses. C'est toujours un petit peu étonnant. Je me dis, il y a 5-6 ans, 6 ans, 7 ans, quand j'ai commencé à écrire un bouquin, c'était en fait pour moi et pour mes gamins et pour mes amis en disant je vais faire un bouquin. Je ne m'attendais pas à 100 000 exemplaires du premier, pratiquement 80 000 du deuxième et ainsi de suite pour les autres. Une vingtaine de langues. Et vous tous là, alors, qui ici parce qu'il ne me connaît pas? Okay. Bon, ben, c'est bon, vous me connaissez, c'est bon. Et qui ici parce que qui est ici pour me casser la gueule à la sortie parce qu'il n'aime pas du tout? Ah, quand même, 2 ou 3, bien. C'est bien, il faut du sparring dans la vie. De toute façon, personne ne peut me détester plus que ma femme, parce que chaque fois qu'on a des dîners mondains, des sorties comme ça, les gens, vous savez comment c'est, hein, dans le monde un peu bobo, les gens me disent qu'est-ce que vous faites dans la vie? Bon, je suis écrivain. Je sais tout de suite que ça va mal finir. Je dis ouais, je suis écrivain. Ah bon? Oui, je suis un des écrivains les plus vendus en Suisse, de Suisse, en tout cas un des Suisses. Voilà, je suis ils me disent ah bon, un écrivain, vous écrivez quoi? Non, mais c'est long à expliquer. On parle d'autre chose. Regardez, il fait beau dehors. Ils me disent non, mais c'est intéressant. Je dis bon, c'est un peu long. Alors en résumé, c'est que vous allez tous mourir bientôt. Et ça casse un peu l'ambiance, et puis ma femme n'aime pas à cause de ça, on ne sort plus. Bon. Mais plus sérieusement, j'essaye comme je disais tout à l'heure dans un entretien, moi j'essaie pas de vous convaincre à faire des choses ou quoi que ce soit. Moi j'essaie simplement de donner un avis. J'espère que j'arrive à articuler des faits, des intuitions aussi, et des projections dans l'avenir pour essayer de vous dire ce que je pense. Après, c'est à vous de faire ce que vous voulez, et de prendre vos décisions en votre âme et conscience. Bien qu'on me considère un sulfureux survivaliste, donc ça fait SS, les Suisses, donc ça fait SSS, ça va. Moi, en réalité, je ne peux rien imposer aux autres. Donc c'est très important de comprendre qu'en réalité, pour moi, le survivalisme, c'est simplement être un adulte responsable. Et un adulte responsable, un citoyen responsable, eh bien, il essaye de comprendre le monde dans lequel il vit, il essaye de comprendre l'avenir possible, l'avenir probable, l'avenir potentiel, et simplement met en marche les démarches, les activités, acquiert les compétences pour son avenir, que ce soit pour son métier, que ce soit pour effectivement des problématiques qui peuvent l'impacter de manière négative, mais aussi positive, on le verra. Et donc, préparer les risques. Et à mon sens, le meilleur moyen de préparer les risques, quels qu'ils soient, on va le voir, petit ou grand, c'est de travailler son autonomie, son indépendance, et donc sa liberté, parce que moi je crois, ça c'est une croyance, fondamentalement, l'être humain, il a envie d'être libre, il a envie de se sentir souverain, maître de sa destinée, et non pas soumis à un État, à un employeur, à que sais-je. Et après, la réalité du monde me montre que malheureusement, beaucoup de gens, ils aiment bien être soumis, et corvéables et esclaves, mais bon, c'est pas à moi de les changer, je peux simplement expliquer mon avis. Okay. Donc ça me semble assez raisonnable comme objectif de tendre vers la liberté, l'indépendance, tant dans la vie quotidienne que dans sa destinée personnelle et plus. Alors, souvent, effectivement, nous vivons dans un monde qui a été façonné par la télévision, par le cinéma, les séries de plus en plus, et qui touche une fibre très présente dans la psychologie et l'anthropologie humaine, qui est la peur, qui est une émotion fondamentale, et on essaye par ces médias, donc, pour le divertissement d'abord, pas négliger, il ne faut pas avoir des complots partout, hein, on est d'accord, de nous faire peur par du spectaculaire, la fin du monde, des zombies. Parfois c'est plaisant, c'est divertissant, mais sournoisement on nous met aussi une vision de ce que peut être, moi je parle d'effondrement économique ici, mais ce que peut être une situation de crise comme étant quelque chose d'absolument gigantesque et catastrophique à l'échelle globale, avec des raz-de-marée gigantesques, des tremblements de terre. On les a tous vus. Moi, depuis que je suis gamin, il y avait la tour infernale. La génération d'ensuite, elle a eu la tour Montparnasse infernale, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Enfin, il y a eu plein de films catastrophes. Aujourd'hui, il y a Walking Dead, etc. Bref. Et en réalité, la réalité, c'est quoi? C'est les catastrophes les plus probables que l'on va vivre, et je suis sûr que c'est déjà arrivé à un grand nombre d'entre vous dans notre vie, ce sont des catastrophes du quotidien. Alors, elles ne sont
pas des catastrophes pour les autres, mais pour vous qui la subissez, le sont. L'incendie de votre domicile, un accident de voiture, des drames comme la perte d'un être cher, un parent, un enfant, un ami, des accidents de voiture. Ce sont des petits drames du quotidien, des blessures, des maladies, le chômage, la perte d'un travail donc, et parfois nous oublions qu'à ces petits drames aussi nous pouvons nous préparer. Et en fait, c'est souvent le point de départ. Moi, j'explique toujours aux gens autour de moi, et je pense que ceux qui ont lu mon livre le comprennent, c'est que avant de préparer des trucs gigantesques, on prépare déjà des petites choses du quotidien qui nous peuvent nous toucher de manière dramatique, parfois avec des bouleversements de notre vie qui sont importants. Et souvent, on oublie, parce que c'est beaucoup, on a l'impression d'être un héros lorsqu'on se prépare pour l'invasion de je ne sais pas quoi, ou la guerre civile, ou je ne sais que sais-je, alors qu'en réalité, ce qui nous pend au nez, c'est d'abord le chômage, c'est d'abord l'accident, l'incendie et l'agression par la criminalité et autres. Bon. Donc, d'ailleurs, à juste titre, même le plus grand survivaliste en France, c'est l'État français. Tout d'abord parce qu'il veut se survivre lui-même avec des programmes de continuité de gouvernement, etc., des programmes militaires, c'est logique, mais aussi parce qu'il vous encourage en tant que citoyen, alors, la majorité d'entre vous français évidemment, sur le site du ministère de l'Intérieur, il y a un conseil de préparation pour le citoyen d'avoir chez lui des couvertures, des piles, des lampes torches, de l'eau pour 72 heures. C'est tout à fait raisonnable et c'est tout à fait logique, car chaque année en France, il y a des inondations, il y a des gens qui perdent leur maison par des tempêtes et des événements, ne serait-ce que naturels, par la nature, par le climat, par les éléments. Et donc, il est tout à fait logique que l'État, pour une fois, essaie de vous responsabiliser, de nous responsabiliser en disant aidez-nous à vous aider en vous rendant moins dépendants, au moins en cas de catastrophe. Et ça c'est bien, c'est à encourager. Et donc, le plus grand survivaliste, c'est l'État. Et l'État, il ne prévoit pas les zombies, les extraterrestres, je sais. Il est très réaliste de ce point de vue-là. Et nous devons être réalistes aussi. Donc, c'est certain que les drames personnels, auxquels aujourd'hui, malheureusement, on peut ajouter le risque de terrorisme, qui était moins présent peut-être il y a une quinzaine d'années ou une vingtaine d'années, s'ajoute à cela. Donc, c'est évident que nous devons également nous projeter sur des choses plus lourdes, qui sont par définition moins probables. Parce que heureusement que, par exemple, aujourd'hui, je prends le cas du terrorisme, il y a moins de morts du terrorisme que d'accidents de la route, évidemment. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas un problème, ça veut pas dire que c'est un problème qu'on ne doit pas, même à titre individuel, nous préparer. Mais heureusement que ça fait moins de morts que les accidents de la route. En Syrie, en revanche, ça fait plus de morts que les accidents de la route, c'est sûr. Donc, la compréhension de notre environnement, la compréhension des dynamiques vers lesquelles on va, elles sont importantes et elles sont subjectives. Ça aussi, on oublie, et c'est important pour moi de chaque fois le dire, c'est que si j'écris un livre avec des scénarios du futur, qui pour l'instant semblent être à peu près justes, ça ne veut pas dire que j'ai raison, ça veut dire que je ne suis ni prophète ni devin, surtout pas venir proposer de faire monter une secte, parce que c'est pas mon truc. Moi, j'aime bien être tout seul dans mon coin. Je fais une secte tout seul, c'est bien. Mais j'ai pas envie que les gens viennent en disant qu'est-ce qu'il faut faire. Et je vous donne des idées, et c'est à vous de le faire. C'est à vous d'être responsable, c'est à vous d'être libre. Et les catastrophes dont je parlais du climat, il y a également des catastrophes industrielles. Aujourd'hui, nous sommes entourés de produits chimiques partout. Là, sur le périph' autour, il y a des camions avec du chlore, avec des produits chimiques qui circulent, ils peuvent se renverser, ils peuvent péter. Voilà, on a aussi des problématiques NRBC, donc chimiques, on a des problématiques biologiques, on a des problématiques nucléaires, radiologiques. C'est pour ça qu'avec mon co-auteur, pour nous, c'est très important de parler de NRBC, donc de ces problèmes qui sont essentiellement industriels et civilisationnels, parce qu'on ne croit pas trop à l'attaque terroriste avec du nucléaire. En revanche, une centrale qui a un accident, c'est déjà arrivé, un camion ou un train qui se déverse avec des produits chimiques près de chez vous, ça arrive, et ça arrive vachement plus souvent qu'on le pense. Et des accidents domestiques avec des produits chimiques, il y en a tous les jours, il y en a plein, il y a des pompiers dans la salle, vous savez à quel point les gens font des trucs qu'ils ne devraient pas avoir chez eux, dans la cuisine, accessibles aux enfants. Et donc, il y a toute une démarche de prévoyance
qui est d'abord, encore une fois, j'insiste, dans le quotidien, avant de réfléchir à l'explosion de la centrale de Chinon comme Tchernobyl. Restons réalistes, tout en prévoyant éventuellement des choses qu'on ne souhaite pas qui arrivent. Et donc pour ça, cette analyse, cette compréhension, cette projection de notre vie dans le futur en fonction des tendances, ben, c'est du boulot, c'est pas facile. C'est là où, effectivement, les livres, eh bien, modestement, mais aussi les livres d'autres auteurs, peuvent nous aider à prévoir les tendances, à prévoir les scénarios. Et en fonction des scénarios, à nous de dire, ouais, ce scénario, j'y crois, ce scénario, j'y crois pas. Et moi, ce qui m'intéresse lorsque je confronte les gens qui font l'honneur de lire mes livres et de m'écouter, en espérant que je ne compte pas trop de conneries, c'est parce que souvent, je confronte. Alors, les gens me disent, ouais, il y aura ceci, il y aura cela. Moi, j'écoute, tout de suite, d'autres me disent, non, non, mais là, tu te trompes, il n'y aura pas ceci, mais en revanche, il y aura cela. Et j'estime, alors parfois, il y a des gens, l'immense majorité d'entre vous sont très raisonnables. Ensuite, lui, ils sont hyper parano, et il y en a d'autres très farfelus. Il y en a qui me parlent d'invasion extraterrestre. Moi, j'écoute, moi, j'y crois pas. Ou alors, il faut me montrer des preuves vraiment solides. Et quand bien même, je ne saurais pas trop quoi faire, ça dépend. Mais peu importe, parce que ça, c'est alors ça, je parie que ce sera la phrase qui passera à la télé. Bon, tant pis. L'idée, c'est qu'on essaie d'être raisonnable et d'être réaliste. Et encore une fois, c'est subjectif, parce que ce qui est réaliste pour moi n'est pas le même que pour vous. Ce qui est réaliste pour moi en Suisse, dans ma vallée de montagne, ce n'est pas la même chose que pour celui qui habite dans le 9-3 ou dans le centre-ville de Paris. Ce ne sont pas les mêmes environnements, ce ne sont pas les mêmes risques. Et tout à l'heure, dans une interview, on disait, mais au fond, il n'y a jamais des effondrements économiques. Vous n'avez pas vu ce qui s'est passé en Syrie, au Rwanda, en Libye, en Yougoslavie, en Union soviétique, etc., en Argentine, il y en a plein, tout le temps. Et puis en plus, c'est individuel, parce qu'en Union soviétique, il y a des gens qui ont vécu super bien l'effondrement de leur pays, d'autres qui l'ont vécu très très mal. Et aujourd'hui, en France, il y a des gens, beaucoup, qui vivent déjà l'effondrement économique, qui sont dans la déprime, parce qu'ils ont perdu leur boulot, parce qu'ils vivent dans un endroit qui est très différent de celui qu'ils ont connu dans leur enfance, etc., etc. Il y a des problèmes psychologiques lourds, créent des drames, encore une fois, personnels. Et ça aussi, il faut en prendre compte. Donc, comprendre les cycles, comprendre les tendances, c'est très important. Alors, certes, ça demande du boulot. Ça demande de peut-être moins regarder la télévision et plus réfléchir par vous-même. Et finalement, prendre conscience de votre liberté par votre intellect, par votre travail. Et c'est sûr que ça veut dire être moins insisté, ça veut dire moins être naïf. Ça n'exclut pas d'être optimiste ou pessimiste, encore que c'est très subjectif. Moi, par exemple, les gens me disent, mais c'est quand même pessimiste ta vision d'avenir. Je dis, non, moi je suis super optimiste. Je compte bien en sortir quoi qu'il arrive. Et je fais tout pour, mais pour moi, pas tellement pour moi, pour ma famille, pour mes amis, pour mes voisins. Et en fait, je suis super optimiste. Mais bon, c'est. De toute façon, à la fin, on va quand même tous mourir, mais ça, c'est pas grave. La question, c'est évidemment comment on vit. Et donc, mon scénario fétiche à moi, encore une fois, pas pour vous convaincre, mais je vous explique, c'est que nous vivons dans un monde avec une convergence dans un temps très court, à mon avis, de problématiques de surpopulation, de raréfaction des ressources, d'éventuels problèmes et de changements climatiques, encore c'est à voir, donc sous quelle forme ils vont avoir lieu, d'économies désindustrialisées, ultra-financiarisées et complètement endettées que sont celles des économies occidentales en général, avec des problèmes sociaux et sociétaux qui sont en train de grandir. C'est mon avis. Vous pouvez ne pas être d'accord. Vous pouvez penser que tout va bien. Ça va, moi j'ai aucun problème. Moi je crains que cette convergence, et il y a beaucoup de problèmes, qui pourraient être évités un par un, mais visiblement ce n'est pas le cas, eh bien, nous amène déjà maintenant, j'ai l'impression que le processus a déjà bien entamé, et surtout entre 2020 et 2022, dans une période de très gros risques de rupture des chaînes de logistique, des systèmes d'approvisionnement, eau, nourriture, électricité, etc., pièces détachées, médicaments, qui font que nous allons vivre des périodes de crise. Est-ce que ça veut... Alors moi j'appelle ça un effondrement économique. D'autres auteurs parlent d'effondrement au sens strict de la population, c'est-à-dire une baisse brutale du nombre de gens.
Peut-être. Moi, je parle. Déjà, je me limite à déjà l'effondrement économique, c'est déjà pas mal. Euh, la réalité, c'est qu'il faut que vous réfléchissiez par vous-même. C'est dur, parce que nous sommes tous influencés par notre culture, notre éducation, le politiquement correct, ce qu'on a le droit de dire ou pas dire. C'est bien pour ça que je pousse. Moi, je suis pour le. Parfois, j'aime bien être provocant parce que j'aime le concept de pouvoir dire tout, même si on est surtout ce qu'on n'a pas envie d'entendre. Parce que c'est seulement en poussant les gens dans leur retranchement. Même moi, j'adore me confronter à des gens qui détestent ce que je fais. J'adore. Pas pour les insultes, parce que généralement, face à face, c'est bizarre, on m'insulte jamais. Je vois. Mais sur Internet, oui. Mais à moins de 2 mètres, ça n'arrive pas. Mais j'aime bien quelqu'un qui vient avec des arguments en disant non, ça n'arrivera pas parce que fusion froide, parce que. Je ne sais pas trop retenu ce qu'ils m'ont dit. Mais tu vois, solution politique, la paix dans le monde, on va se faire des bisous, ça ira bien. Ouais, j'écoute. Parfois, il y a des bonnes remarques. Parfois, c'est un peu naïf. Et à ce moment-là, j'aime bien argumenter, j'aime bien discuter. Pas par le plaisir intellectuel d'avoir raison, ça ne m'intéresse pas d'avoir raison. Mais c'est pour au contraire apprendre. De la même manière que vous rencontrez me permet d'apprendre. Moi, je suis un expert en rien, en réalité. Moi, mon potager, il est très médiocre. Mes poules, elles sont vivantes, c'est déjà pas mal. Elles sont des poules, elles vont bien, mais bon, je suis pas un expert en poules. Et autour de moi, mes amis, ils sont banquiers. Bon, ils sont experts en poules, mais d'autres sortes de poules. Mais voilà, je ne sais pas de gens qui sont mes voisins, qui font des abeilles, qui sont apiculteurs, qui ont des cochons, des vaches. Ok, j'apprends beaucoup, mais je ne suis pas un expert. Et au contraire, j'ai besoin de vous pour apprendre. C'était ça la démarche aussi de venir rencontrer le public depuis presque 7 ans, c'est de me confronter à des gens qui me donnent des avis, des conseils. C'est super intéressant pour moi. Je ne prétends pas savoir des choses mieux que les autres, hein, du tout. C'est bon, vous pouvez partir. Non, mais en fait, voilà, c'est l'idée. Là où j'espère avoir peut-être un talent, c'est celui de synthétiser et de conceptualiser des stratégies de survivalisme, de survie. Et le concept qui visiblement marche bien, c'est le concept de base autonome durable, c'est-à-dire de trouver que l'endroit où on souhaite vivre puisse être un endroit où on s'enracine, quand bien même ce soit un appartement dans une tour, mais au moins on s'enracine dans ce cas-là par rapport à ses voisins, par rapport à ce qu'il y a autour de soi. C'est plus dur évidemment que dans une ferme ou à la campagne. Et que cet endroit, cette base autonome durable, où on essaie justement, comme le nom l'indique, d'être fixé, d'être une base, d'être autonome dans la durée, donc autonomie durable, bon, logique, eh bien, j'ai groupé tout ce qu'il faut faire, alors le filtre à eau, le potager, etc., dans 7 éléments, qui sont évidemment l'autonomie pour l'eau, pour la nourriture, pour la santé, pour l'énergie, les connaissances, la défense et le lien social. On pourrait rajouter la spiritualité, mais comme c'est pas mon truc, et je ne prétendrai pas, alors, je prendrais encore moins parler de spiritualité et encore moins de religion aux gens. Je trouve que c'est extrêmement désagréable des gens qui essaient de vous imposer votre religion, c'est un truc qui m'énerve. Eh bien, ces 7 éléments, c'est ceux dans lesquels on peut inclure tout ce que vous voyez dans cet excellent salon aujourd'hui, qui certes, bien sûr, il y a beaucoup d'outils, mais il y a aussi des compétences, il y a aussi des savoir-faire, il y a des conseils, il y a énormément de choses qui sont bien, et puis il y en a d'autres à d'autres endroits qu'on peut apprendre, avec lesquels on peut intégrer dans cette stratégie. Et donc, par exemple, dans les compétences, il y a la culture, il y a le savoir, il y a le bushcraft, par exemple, il y a la survie pure. Les gens me disent, mais pourquoi tu ne parles pas de bushcraft? Parce que j'ai jamais été... Enfin oui, je fais un peu de camping avec les gamins, mais ouais, je sais utiliser un allume-feu, mais pour moi, c'est pas pertinent, je ne suis pas un expert. David Maniz est vachement mieux que moi, bien sûr. Et il faut aller voir ce qu'il fait, il y en a d'autres ici, c'est vraiment bien. Et ce n'est pas exclusif par rapport à mes stratégies, ça en fait partie. J'essaye d'avoir des stratégies au lieu des tactiques, mais les tactiques sont bonnes, sont très bonnes. Et ici, il y a des experts qui ont donné des conférences vraiment très très bien. Enfin, je n'ai pas vu les conférences, mais je connais les experts, ils sont très bons. Et encore une fois, tout ça, ça demande du temps, du travail, des efforts, peut-être un peu d'argent en fonction de vos moyens, il faut s'adapter. Celui qui a 20 ans, pas de formation, pas d'argent, ouais, il n'achète pas une ferme, il ne peut pas. À moins
peut-être qu'il va se financer chez ses parents, chez ses grands-parents. En revanche, il peut faire une formation de maraîcher, il peut apprendre un métier avec lequel il va gagner un petit peu de sous, qu'il va mettre de côté, et puis au lieu de dépenser 80 € pour un jeu vidéo qui va le divertir pendant 3 jours, peut-être qu'il met de côté cet argent, et puis avec ça, il se fait un kit de premier secours. Le soir, il se fait des cours de samaritain, moi je fais des cours d'urgentiste, parce que je trouve ça intéressant. Voilà, ben, on apprend tous petit à petit en fonction de nos moyens et de notre temps. Et puis aussi, on fait des erreurs. On achète du matos qui pète parce qu'il a été fabriqué en Chine, et puis on remplace par du bon matos fait chez nous, de bonne qualité, et ainsi de suite, et ainsi de suite. On fait des erreurs, on a nos poules qui meurent, et enfin, moi c'était les lapins. Voilà. Visiblement, le renard avait plus envie de mes lapins que moi, donc c'est lui qui a gagné, etc. Donc on fait des erreurs, donc maintenant on creuse le clapier bien profond dans la terre, voilà, on apprend. Et ces erreurs, on a la chance de les faire maintenant, parce qu'ils ont peu de conséquences. Et demain, on ne sait pas. Et aujourd'hui, on sait qu'on peut se permettre, si un renard mange vos poulets, vous n'allez pas mourir de faim. C'est bon. Parce qu'il y a toujours le supermarché à côté. Mais demain, on ne sait pas. Et encore une fois, c'est pas peindre le diable sur la muraille, c'est que dans notre passé proche, dans notre passé, ça a toujours existé, les famines, les guerres, les machins. Donc, on a la chance de vivre dans un monde extrêmement sûr, extrêmement calme, avec justement cette logistique qui nous amène énormément de produits, parfois de mauvaise qualité, il faut l'avouer, parfois qui nous tue un petit peu par la mauvaise santé, mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais en tout cas, on vit dans une période extraordinaire. Franchement, la pauvreté disparaît dans le monde de plus en plus. On est vraiment tout en haut d'une courbe qui peut-être continue à croître, mais peut-être s'approche justement cette convergence que je pense être proche. Mais je ne voudrais pas passer pour le prophète de mauvais augure qui dit la fin est proche, la fin est proche. Voilà, et c'est pour ça que je me suis engagé, que, de toute façon je ne sais pas faire, mais je me suis engagé que je vais encore vous embêter pendant 3-4 ans, et qu'à fin 2022, soit ça arrive, et on a tous autre chose à faire, soit ça n'arrive pas, et je laisse la place à d'autres. Ils vous diront 2032, 2032, je ne sais pas. Mais en tout cas, le principe fondamental, et je continuerai à écrire des livres en tout cas, parce que j'aime bien écrire, eh bien, il me reste fondamental, c'est-à-dire apprendre à être de plus en plus indépendant, de plus en plus libre. Et quelque part, c'est aussi une approche métapolitique. J'ai promis, de toute façon, en fait, je ne parle jamais de politique. Enfin, si un petit peu, mais peu. Mais pas de la politique politicienne. Mais l'idée, c'est que la métapolitique, c'est au-dessus. C'est quand on est libre, déjà quand on est vivant, c'est mieux, quand on n'est pas là. Être libre, c'est mieux qu'être esclave, et ainsi de suite. Je pense qu'on est tous d'accord, au moins sur ça. Être vivant et libre, c'est mieux que mort ou esclave. Oui, non? Ok. Bon, bah déjà, ça, pour beaucoup de gens, c'est subversif. Et d'ailleurs, effectivement, je suis d'accord, ça l'est. Donc, pour conclure, et pour laisser le temps aux questions, qui généralement finissent par me mettre dans beaucoup de problèmes, par mes réponses, hein, j'assume mes réponses, mais généralement, comme je taquine, après, c'est les réponses qui restent. Vous avez le choix entre rien faire ou faire. Et s'il ne se passe rien, et que vous n'avez rien fait, bon, ben, tranquille, vous pouvez continuer la vie, pépère, métro, boulot, dodo, sortie, fun, Jacques et Michel, je ne sais pas, des trucs. Si en revanche, vous n'avez rien fait et il se passe quelque chose, encore une fois, vous n'avez pas pris d'assurance chez vous. Je pense que c'est obligatoire chez vous, les assurances, les assurances incendie. Mais imaginez que vous n'avez pas d'assurance et que vous arrivez à un pépin, là, les conséquences sont grandes. Plus ce pépin est gigantesque, plus il est sociétal, plus il est grand, et moins vous avez préparé, bah, plus vous avez subi. Peut-être que vous avez tout mis votre argent en bourse. La bourse s'effondre. Vous avez tout misé sur une industrie dans laquelle vous êtes très bon. Cette industrie disparaît. Vous ne savez pas vous retourner. Chômage, etc., etc., etc. C'est pas nouveau. Ça arrive tout le temps. En revanche, si vous êtes préparé et qu'il n'arrive rien, d'abord, tant mieux. Et ensuite, vous avez quand même appris quelque chose. D'abord, ça vous a occupé peut-être mieux que métro, boulot, dodo, vêtements et Jackie Michel. Mais au moins, vous avez quand même gagné un petit peu en autonomie, en liberté, et puis vous pouvez toujours bouffer votre potager, le produit de votre potager, ou éventuellement bouffer votre boîte de conserve. C'est pas perdu. Et vos compétences, ben, déjà dans l'apprentissage, c'est un plaisir. Aller dans la forêt, apprendre à faire un bivouac,
c'est sympa, ça nous ramène à nos racines de chasseurs-cueilleurs, il y a un petit côté atavique sympa. Encore une fois, c'est ça, ou aller en boîte, quoi. Donc, bon, je crois que ça se fait plus de nos jours d'aller en boîte, enfin, je sais pas, ça fait 40, 25 ans que j'y ai plus, donc je sais pas. Mais si en revanche on s'est préparé et il se passe quelque chose, ça ne garantit pas que vous allez vous en sortir, pas du tout. La préparation ne garantit rien du tout. En revanche, vous êtes mentalement, physiquement et matériellement déjà un petit peu mieux préparé. D'abord pour vous. Alors les gens disent oui, c'est une démarche égoïste, mais c'est vachement bien l'égoïsme. Parce que ceux qui ne s'aiment pas eux-mêmes, ils ne peuvent pas aimer les autres. Ceux qui ne se préparent pas eux-mêmes, ils ne peuvent pas aider les autres. Donc d'abord, c'est comme dans l'avion, on nous le dit bien, quand le petit bidule, quand il y a une dépressuration, bon ça ne m'est jamais arrivé, mais quand le machin sort, le masque d'oxygène sort d'abord sur vous et ensuite sur votre gamin, ou sur vos voisins. Parce que si vous vous étouffez en essayant de le mettre à votre gamin, c'est vous et lui qui ont un problème maintenant. Donc d'abord, il faut s'aider soi-même. C'est même fondamentalement spirituel ce que je dis là. Enfin, c'est pas moi qui le dis en premier, hein, c'est Dieu pour le monde. Donc aimez-vous vous-même d'abord, et ensuite votre famille, vos voisins, et on se prépare aussi pour eux. Moi j'ai énormément de trucs à double, en redondance chez moi, parce que je sais que mes voisins, ils n'y ont pas pensé ou ils ne l'ont pas, et puis petit à petit je peux leur donner, et puis c'est des super cadeaux de Noël à faire. Parce que des gens, quand ils reçoivent un filtre masqué pour purifier l'eau à Noël, ils se disent, au début ils disent mais pourquoi faire? Parce que tu leur expliques, mais l'eau. Par exemple, moi j'ai un de mes gamins, bêtement, on parlait, est-ce que tu fais quelque chose pour tes enfants? Je suis en train de faire une digression, mais c'est pas grave. Est-ce que tu apprends à tes enfants le survivalisme? Pas du tout. Je leur mets un cadre de vie dans lequel ils sont heureux en tant qu'enfants. Ils sont petits encore, mes enfants. Mais j'en ai un exemple l'autre jour. Mon fils aime bien, quand il a soif, il ouvre le robinet, il boit l'eau au robinet. Est-ce que tu sais, l'eau du robinet, il n'y a pas quelqu'un qui a pas caca dedans, il y a 10 minutes dans les tuyaux, t'en sais rien. C'est pas probable, a priori, c'est pas le cas. Il y a personne qui fait caca dans les tuyaux pour l'instant, mais c'est arrivé. Et ça arrive dans des pays tous les jours. Et il y a des pays où il n'y a que ça. Donc, on ne boit pas au robinet, on met ça dans un verre d'eau, et si l'eau a une couleur dégueulasse, tu ne la bois pas, et tu la filtres, ou tu trouves une autre source. C'est un réflexe, donc c'est un mode de vie, c'est pas, je ne dis pas, ça va être la fin du monde, tu vas mourir si tu bois l'eau, non, pas du tout. On n'est pas dans l'anxiété, on n'est pas dans la peur, on n'est pas du tout dans un mode de vie. Dans un mode de vie qui est juste raisonnable, à mon sens, c'est pas du tout... Après, ça m'arrive aussi de boire au robinet, hein. Voilà, mais quand il y a des points, voilà, ça arrive. Mais comme j'ai bossé en Afrique, j'ai pris le réflexe de ne pas le faire en général. Bon. Et c'est normal. Donc c'est à vous de choisir. Encore une fois, je conclurai par ça, c'est que toute cette démarche, elle doit être la vôtre. Elle ne doit pas être celle d'un gourou. Alors, je suis très heureux que vous appréciez les conneries que je raconte sur YouTube, ou que vous ayez surtout, parce que c'est moins écrire de conneries dans mes bouquins que mes vidéos. Les vidéos, c'est pour le fun, c'est pour rigoler, et puis elles sont toutes improvisées. En revanche, les livres, je vous assure que parfois, j'ai mis 3 jours pour écrire une phrase. Parfois, je lis des bouquins de 700 pages pour en sortir une note de bas de page. Il y a vraiment de la recherche. Ça pour moi, c'est important. C'est important d'abord pour moi, parce que moi, comme j'applique mes propres stratégies, ben, j'ai intérêt à ce que je ne sois pas biaisé, que je ne sois pas dans l'erreur, du moins autant que je peux, et puis que je ne suis pas dans une forme de... Vous savez, quand vous croyez quelque chose, on a tendance à aller rechercher des informations qui confirment ce que vous croyez et ne jamais voir c'est un biais de confirmation à la maison. Et ne jamais voir les informations qui vont à l'encontre de ce que vous croyez. Et c'est pour ça qu'on a tendance, il faut faire très attention de ne pas tomber dans ce piège, de croire dans sa propre religion, dans son propre marketing, quoi. De se dire non, en fait, je me remets en question, j'essaie de voir des gens qui pensent différemment de moi. C'est surtout ces gens-là qui m'intéressent. Sur Internet, je passe beaucoup de temps à écouter des gens qui sont pas du tout de mon bord philosophique ou autre, parce que je suis curieux de voir leur point de vue. Alors souvent, c'est dur de trouver des gens qui ont un bon niveau, mais c'est intéressant. Et donc, c'est à vous de choisir. Vous voyez, l'idée que j'essaie de vous faire passer, c'est réfléchissez par vous-même, et puis à vous de prendre à l'intérieur de vous et de vos familles, et de vos voisins et de vos amis, une démarche qui peut être encore une fois mesurée, qui peut commencer petit, qui peut aller aussi loin que vous voulez, évidemment, en utilisant votre raison, en utilisant la logique, en utilisant les faits, sans dénigrer votre intuition. Parfois, on sent des trucs qui arrivent, il faut
écouter nos intuitions, mais j'allais dire sans peur, mais en réalité en utilisant vos peurs, nos peurs, on a tous, nos anxiétés, de les transformer dans des outils qui nous aident à nous devenir meilleurs, à nous renforcer et avoir des stratégies qui fonctionnent et surtout qui nous rendent, encore une fois, plus libres et avec une meilleure qualité de vie. Et parce que si, par exemple, moi, je n'aimerais pas du tout vivre dans une forêt, dans une tente. C'est sympa un week-end, c'est sympa 3-4 jours, mais c'est pas mon truc. Moi, j'aime bien mon confort. Alors, est-ce que j'ai raison, est-ce que j'ai pas raison? C'est pas la question. La question, c'est comme ça. Moi, je préfère mon confort. Donc, ma stratégie, c'est celle d'une ferme, d'un machin. Mais je connais des gens qui sont très contents de vivre dans un tipi, dans la forêt, et puis ils ont super bien organisé leur truc. Il fait tout à fait chaud, c'est tout à fait bien intérieur, même l'hiver, et puis ils continuent dans les forêts, à Neuchâtel, je me reconnais. Ensuite, c'est génial. Alors après, ça pose des problèmes sur qui possède le terrain, qui est-ce qui paye des taxes, des pas de taxes. Bon, ça, c'est des détails, on gère ça. Mais voilà, lui, il aime ça. Moi, au bout d'un moment, je suis façonné par ma culture, mon éducation, mon mode de vie. Voilà. Donc, tout ça pour dire qu'il faut prendre en compte vos critères. Il n'y a pas une règle, une religion que vous devez suivre point par point, tous les trucs, ça n'existe pas. En tout cas, je n'ai pas vu ça. Et ce qui est intéressant, et je conclurai là-dessus dans ce salon, c'est que je ne vois pas ce genre d'attitudes caricaturales qui sont en réalité ouais, sectaires. Au contraire, je vois plutôt des gens ouverts d'esprit, qui aiment la liberté, qui voient dans cette démarche une reprise de contrôle sur leur vie qui peut être aliénée par le monde. Voilà, encore une fois, moi je ne crois pas que c'est un complot, je crois que c'est simplement, c'est comme ça, on a créé un monde dans lequel on habite dans une petite boîte, on voyage dans une petite boîte, on travaille dans une petite boîte, on va se divertir en regardant des petites boîtes, en étant dans des petites boîtes, et on rentre. Ouais, au bout d'un moment, on se rend compte, on se dit, oh, mais non, mais je crois que c'est bourré, on a pris un chemin civilisationnel qui ne marche pas. Là, c'est mon avis. Et on peut tous reprendre le contrôle de notre vie petit à petit. On n'est pas obligé de tout lâcher et partir. Moi, j'ai mis 5 ans pour transitionner de 4 sup à travail 200 jours par année en voyage à ferme avec potager et faire des bouquins. C'est progressivement. Je n'ai pas été très productif dans mes dernières années de travail, ça c'est vrai. Mais on peut le faire. On peut le faire. Donc voilà, la balle dans votre camp, de toute façon, à vous d'agir et de préparer. Merci. Merci Pierrot pour ta vision à 2022. L'idée maintenant, c'est vraiment un échange avec Pierrot sur vos problématiques, vos questionnements. Évidemment, voilà, on est complètement, enfin c'est une tribune aussi, donc toutes vos problématiques sont les bienvenues. Pas de censure sur les questions, puisque les censures des idées, finalement, n'amèneraient pas à un débat. Et moi, je me souviens très bien qu'en classe de philo, mon professeur me disait « lis les auteurs que tu détestes ». Donc, s'il y a des questions qui font débat, je ne sais pas ça pour toi, Pierrot, mais s'il y a des questions qui font débat, au contraire, c'est qu'elles méritent d'être posées pour pouvoir faire évoluer notre réflexion à tous. Donc, voilà, on n'est pas du tout là pour… Enfin, peut-être que les chiens, oui, peuvent peut-être avoir un peu moins de questions, mais en revanche, on est totalement ouvert à vos questionnements. Donc, y a-t-il une première question qui va se poser? Alors, j'ai qu'un micro, vous êtes très nombreux, donc on va jouer au jeu de m'aider à passer. Et merci de bien attendre d'avoir le micro pour poser votre question. Merci. Bonjour à tous. Il y a quelques mois, vous avez eu par chaîne YouTube interposé un débat avec Varg Vikernes, avec Varg. Donc le débat, la question qu'il vous avez posée, c'est à quel point on risquerait de régresser en cas d'effondrement économique. C'est un débat sur le futur archaïque. Alors, si vous pouviez en reparler, parce que vous avez discuté en anglais, comme tout le monde ne parle pas forcément anglais, etc. Merci. Merci, c'est une question très intéressante parce que le fond est à la fois fascinant, intéressant et il rentre dans le cadre de ce que j'expliquais tout à l'heure, de prévoir un petit peu où est-ce qu'on peut aller. L'histoire nous montre que lorsque des civilisations s'effondrent réellement, et pour ma part, comme des plus jeunes qui se lancent depuis quelques années, comme
Pablo Servigne, qui sont dans une approche peut-être moins provoque que moi et d'autres, mais qui arrivent en même conclusion. Nous avons un gros risque d'effondrement civilisationnel. Et lorsqu'on étudie l'histoire, les effondrements civilisationnels, en fait, ce qui dénote, des gens comme Taylor l'ont expliqué, c'est qu'en fait, tout d'un coup, on n'arrive plus à gérer les complexités, et souvent parce que les énergies ne sont plus suffisamment disponibles pour permettre une réorganisation encore plus complexe. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde incroyablement complexe. D'ailleurs, ça défie l'intelligence humaine de comprendre et de décrire, par exemple, des chaînes d'approvisionnement. C'est un truc, il faut des ordinateurs, il faut des logiciels, il faut des contenus. J'étais dans ce milieu, dans ce monde. Aujourd'hui, quand on parle d'intelligence artificielle, c'est pour pouvoir gérer, c'est pas pour faire les cliquets avec des bombes nucléaires, c'est pour gérer essentiellement des flux. Les flux, c'est hyper compliqué. Les flux, déjà, les climatologues ne savent pas prévoir à 3 semaines le temps. Quand on parle de logistique et de flux, c'est peut-être pas aussi compliqué que le climat, mais pas loin. Donc on a besoin de puissance gigantesque pour gérer ça. Or, ces puissances gigantesques, est-ce qu'elles peuvent tenir le coup en cas de rupture du système? Même petite, on a vu lorsqu'il y avait un tsunami au Japon, il y a quelques années, en 2011, que beaucoup d'usines à travers le monde se sont arrêtées parce que les pièces fabriquées au Japon n'arrivaient plus. Voilà, ça peut arriver dans notre supermarché, on l'a vu lorsqu'il y a un ouragan, il n'y a plus de bouffe. Alors ensuite, il y a un débat, est-ce que les gens deviennent méchants, est-ce qu'ils deviennent gentils quand il n'y a plus de bouffe, quand ils ont faim, etc. C'est un débat très intéressant à avoir. Quant à l'effondrement civilisationnel, on en a étudié l'Union soviétique, on a étudié l'Empire romain, on a étudié bien. Moi, par exemple, je découvre en ce moment les effondrements de l'Égypte ancienne en 1700 avant Jésus-Christ. Je découvre, il y a des effondrements même préhistoriques qu'on commence à comprendre. On sait que, par exemple, il y a quelque chose qui s'est passé il y a 12 000 ans. Il y a une comète qui a planté en Amérique du Nord, qui a fait fondre les glaces et qui a fait que les océans sont montés d'une centaine de mètres en moins d'un siècle. Donc, s'il y avait qui que ce soit au bord de la mer, en moins d'un siècle, 100 mètres d'eau, c'est vite, c'est rapide à l'échelle d'une civilisation. Donc on peut étudier tout ça. Qu'est-ce qu'on voit à chaque fois? C'est qu'on a des baisses de la population très rapides. L'Empire romain, Rome est passé en quelques années de 1 million d'habitants à 30 000, la ville de Rome. Bon, c'est sûr que ça laisse beaucoup de matériaux de construction pour ceux qui restent. La peste noire en Europe, 1348-49, c'est 50% des gens qui meurent. Alors certes, c'est pas la même hygiène qu'aujourd'hui, mais c'est aussi des gens plus costauds qu'aujourd'hui. Donc, à voir, est-ce qu'on a... Les risques sont majeurs. Le risque biologique dans l'NRPC qu'on couvre, c'est qu'une grosse épidémie d'une grippe bien méchante comme celle de 1920 n'est pas liée à l'hygiène, c'est un virus qui n'a rien à voir avec l'hygiène, c'est pas des bactéries, qui est juste extrêmement virulent et qui nous fait faire des explosions de cytokines dans le corps. Et en plus, target les gens les plus en forme, cible, pardon, je ne peux pas parler anglais, cible les cibles les gens de l'Europe, ça peut arriver. Donc la question, c'est s'il y a un truc comme ça qui arrive, les réseaux, les systèmes d'approvisionnement se plantent, déjà, il y a 10 millions d'habitants à Paris qui sont mal, quoi. Plus Lyon, plus les villes, plus Londres, plus... Donc au bout d'un moment, ça pose des problèmes très lourds. Si ça se viande, et si on va à ce qu'on appelle vraiment un effondrement biologique, c'est-à-dire une baisse de la population, eh bien la problématique de la technologie qu'on sait gérer et qu'on va encore pouvoir utiliser, se pose. Par exemple, si admettons que les Romains savaient faire des opérations à cœur ouvert, c'est pas le cas, mais imaginons le scénario. Eh bien, à l'effondrement de Rome, il n'y a plus de bloc opératoire, et si le chirurgien spécialiste en cœur, à l'opération de cœur ouvert, survit, de toute façon, il n'a pas les outils et le matériel et l'hôpital qui va avec pour le faire. Donc, qu'est-ce qu'il va apprendre à ses enfants? Est-ce qu'il va leur apprendre à devenir un chirurgien du cœur? Ou il va leur apprendre à faire infirmier? Il va leur apprendre à faire infirmier. Donc, tout d'un coup, en une génération, on perd énormément de technologies et de compétences. Et la génération suivante, si ça continue de le bordel, parce qu'il y a des barbares qui envahissent, je prends exactement pour ne pas prendre des exemples aujourd'hui, parce que sinon je vais encore me foutre dans la merde. Et enfin, voilà. Et donc, si ensuite il y a des barbares et qu'en plus ça passe dans tous les sens, etc., bah, la génération suivante, vous n'apprenez pas à vos enfants d'être infirmiers, vous leur apprenez juste à bouffer les racines et les herbes sauvages parce qu'il faut se planquer dans la forêt. C'est rien. Donc la question qui se pose, c'est jusqu'à où on peut descendre? Jusqu'où va-t-on descendre, pour prendre le titre d'un livre, très bien. Et la question, c'est qu'on peut descendre jusqu'à rien, jusqu'à tout en bas.
Et Dimitri Orlov, dans son livre Les 5 stades de l'effondrement, qui est un livre excellent à lire, il montre 5 stades justement de descente. Il y a la descente politique, il y a la descente sociale, il y a la descente économique, il y a un peu mon truc. Mais il montre qu'il y a eu des exemples de sites, peut-être pas des civilisations, mais en tout cas de tribus, d'organisations tribales, qui ont été secouées par la guerre, par des problèmes dans leur région. En l'occurrence, c'est sur la frontière entre le Soudan et l'Éthiopie. Et ces gens, ils ont tellement régressé, ils ont même régressé d'un point de vue culturel. C'est-à-dire que nous sommes des animaux, nous sommes des mammifères, nous sommes des animaux tribaux, en clans, nous travaillons, nos ancêtres pendant des millions d'années ont vécu dans des groupes de 50 à 100 à 150 individus qui vivent ensemble, c'est des grandes familles, ils s'entraident, enfin nous ne sommes pas en réalité des individualistes. Nous croyons l'être aujourd'hui, mais en réalité nous ne le sommes pas, nous avons besoin de nos épouses, de nos époux, de nos enfants, nous avons besoin de nos parents, nous avons besoin de nos oncles, nos tantes, on a besoin de ça, on a besoin d'amis, on a besoin de gens avec qui on se sent proche. C'est ce qui nous manque très fortement dans notre. Bref, quand même ça est cassé, quand les liens familiaux sont cassés, donc on a cette ethnie dans le monde des chats, qui vit entre le Soudan et l'Éthiopie, qui a été étudiée par un anthropologue, par une anthropologue, et eux ne connaissent comme relation sociale que la prédation et la prostitution. Rien d'autre. C'est-à-dire que les enfants, à partir de l'âge de 2-3 ans, même plus petits, souvent les mères, elles posent leur bébé pour attirer les hyènes, pour qu'ils tuent les hyènes et qu'ils mangent les hyènes. Il n'y a plus de lien. Parce que de toute façon, leurs bébés, ils ont été faits par un viol, par la prostitution, et les enfants, hommes, filles, se prostituent pour de la nourriture. Donc ça, c'est très, très, très bas. À tel point que l'anthropologue en question, la pauvre, l'impression, elle a écrit, et ça fait scandale, elle a dit, cette tribu, cette population de gens, en fait, si on veut leur rendre service, il faut les exterminer. C'est un anthropologue, ça, c'est pas moi qui dis ça. Précise, parce qu'après on va dire, Pierrot, il veut exterminer, je sais pas qui. Non, parce qu'on m'a fait des interviews, on a sorti des trucs dans le contexte. Après, ils disent, Pierrot, il veut que les gens soient des Waffen-SS. Non, je dis que quand on redevient violent, il faut faire gaffe, parce qu'on a une histoire en Europe de l'ultra-violence. Par exemple, voilà. Mais c'est pas que je dis que non, bon, je dis rien, je dis pas qu'il faut. Est-ce que vous voulez? De toute façon, vous n'avez pas le droit de porter des uniformes. Bref, je crois, je m'en fous. Et tout ça pour dire que c'est vrai que, oui, je provoque, j'aime bien. Mais je fais la même en Israël, hein. Donc il rigole aussi, il rigole très bien là. Et donc, Et donc, la question c'est jusqu'où on descend. Donc évidemment, notre travail, et encore une fois, c'est là où notre travail pour nous, il n'est pas que pour nous, c'est parce que justement, on veut éviter d'aller là. On veut éviter que nos enfants, pour survivre, doivent se prostituer, comme les gamines et les femmes vénézuéliennes aujourd'hui qui vont en Colombie ou à Panama pour se prostituer parce qu'il n'y a plus rien, parce que le paradis socialiste a encore une fois planté. Donc, voilà, c'est à nous d'éviter qu'on descende tout en bas. Donc, effectivement, avec Van, qui est quelqu'un d'assez étonnant, j'espère le rencontrer tout bientôt. C'est quelqu'un qui allait peut-être encore plus loin que moi dans sa vie, dans sa ferme, où il a une vie très particulière. Il a payé sa dette, je crois. Mais lui a vraiment une vie très très simple, rurale et très simple. C'est très intéressant. Et donc lui pense qu'on va s'effondrer jusqu'à la nécessité d'avoir une vie extrêmement proche de ce qu'on avait au Moyen-Âge, au niveau de la vie à la campagne. J'ai pas entendu, j'espère que c'était pas. Alors, une autre question. Bonjour, petite question. Sur vos vidéos, souvent vous avez eu des analyses qui, même si elles n'étaient pas 100% exactes, faisaient montre d'un bon sens éclairé, notamment sur les questions économiques et sur les questions géopolitiques. Votre avis sur les temps très proches, l'évolution au niveau zone Europe, zone économique, échange économique Europe, Amérique, vers quoi on peut s'orienter? Alors c'est vaste. Hein. Alors pour faire simple, hein, d'abord, quand je fais des analyses, vous le savez, c'est un petit peu, ça d'abord c'est à l'arrache, c'est impropre, je ne prépare rien. C'est très rarement je prépare des trucs. Donc souvent je me mets sous le contrôle de gens qui eux connaissent mieux les sujets parce que je ne connais.
quand je fais l'analyse de l'Arabie Saoudite, je donne mon appréciation par rapport à mon expérience du voyage et de ce que je peux lire, etc. C'est vrai que je me plante souvent, mais il m'arrive de me planter, mais voilà quoi. C'est pas grave, encore une fois, j'essaie d'inciter la réflexion chez les gens. Les tendances lourdes, moi je crois que les États-Unis en fait sont un empire. C'est un empire qui a des bases dans 160 pays dans le monde, donc c'est un empire militaire, c'est un empire culturel, c'est un empire économique. C'est un empire qui s'est construit après la Deuxième Guerre mondiale à travers le monde entier. Bon, okay, ça leur a servi, ça leur a été bénéfique pour eux. C'est un peu bien qu'ils nous lâchent un peu, mais il est en perte de vitesse. Il est en perte de vitesse, il est en train de se scinder à l'intérieur. Culturellement, il n'est plus du tout homogène. Il commence à. C'est un peu comme la France, mais à un niveau évidemment global. Et il a des problèmes énergétiques, il a des problèmes d'éducation, il a des problèmes très longs, c'est très long. Et donc, il est en train de s'effriter. Et les élites, en gros, les gens qui sont grands, ils se rendent bien compte que la Chine monte, la Russie est de nouveau un pays qui compte, et qui est capable de faire des alliances avec l'Inde, le Pakistan, l'Inde. Au bout d'un moment, c'était du monde qui est dans pas un autre bloc, c'est pas juste, qui commence à avoir. Alors l'Europe est complètement vassale des États-Unis, c'est clair. Militairement, économiquement, on est tellement soumis. Bon, mais on est soumis à un empire qui est en train de se planter. Alors est-ce qu'on sera capable, si ça se plante complètement, de retrouver nos souverainetés? Parce qu'à la fin, pas tout l'empire romain s'est effondré. L'empire byzantin, il a tenu encore 1000 ans. Après, il s'est fait conquérir, mais c'est pas mal déjà de tenir 1000 ans, en plus des 1000 ans dans l'Empire romain d'Occident. Et il y a des régions, lorsque l'Empire romain s'est effondré, qui sont sorties très bien. La péninsule ibérique, des plus petites en France, la Bretagne, et d'autres moins bien. Voilà, donc est-ce qu'on arrive à sortir notre épingle du jeu? Alors, à court terme, c'est sûr qu'un empire qui est en train de vaciller, il peut avoir des réflexes. Visiblement, on a eu un réflexe très populiste avec l'élection d'un tribun assez spectaculaire et original, qui je trouve intéressant. Après, le président des États-Unis n'a pas tous les pouvoirs, loin de là, et c'est très bien. On a vu, on peut voir des empires qui ont des réflexes guerriers en disant bon, bah, si le jeu nous fait perdre, on balance les chiquiers en l'air, on fout le bordel et on change complètement les règles. Oui, mais il faut avoir les moyens de faire ça. Visiblement, les guerres récentes, ça ne s'est pas bien passé pour les États-Unis. Puis simplement, les Américains n'ont plus envie de faire des guerres. Plus du tout. C'est pas l'Allemagne des années 30 où ils avaient envie de la revanche, la France des années 10, 1910, où c'était on va reprendre la chasse à la Lausanne, on y va. Non, là, les Américains, c'est oula, moi déjà, j'ai pas de boulot, je vais dans une tente. Non. Et donc, on vit une époque, en tout cas nouvelle dans l'histoire des États-Unis, et donc dans les rapports avec l'Union européenne ou l'Europe en général. Évidemment, il faut ensuite analyser les niveaux. Les produits de luxe, français ou autres, se vendent toujours très bien chez les grandes fortunes américaines et la classe moyenne supérieure qui vit bien, qui, elle, n'a pas du tout d'effondrement. En revanche, bon, la classe interaméricaine, elle achetait de toute façon pas du Chanel et des montres suisses. Donc, il faut ensuite analyser par secteur. Et c'est là où c'est très difficile parce que parfois, j'ai des clients qui sont des gens fortunés et autour d'eux, ils me le disent, autour d'eux, les gens ne voient pas du tout le monde et l'avenir comme on peut le discuter aujourd'hui. Pour eux, c'est que tout va bien. Les avions sont pleins, les hôtels 5 étoiles sont pleins, parce que maintenant il y a des Chinois, parce que maintenant il y a des gens d'Inde qui voyagent. Donc, en fait, le fait qu'il y ait moins de classes moyennes dans les endroits luxueux a été remplacé par les classes supérieures d'Afrique, d'Inde, de Chine, etc. Et d'ailleurs, ça pose aucun problème. Et puis eux-mêmes, quand ils disent, par exemple, le multiculturalisme, c'est fantastique. Ah oui, parce qu'ils vivent dans des quartiers où ils ne se font jamais tabasser dans la rue, où ils ne se font jamais violer la gonzesse par qui que ce soit. Parce que moi, par exemple, dans l'immeuble où j'habitais avant, j'avais l'ambassadeur du Chili, j'avais un diplomate rwandais, ça se passait super bien. C'est des gens de haut niveau intellectuel, de grande culture. Leurs gamins, ils vont jamais taper mes gamins, jamais, c'est impossible. Ils vont dans la même école, ils sont encadrés, non, ils sont pas religieux, il n'y a pas de problème. J'ai l'ambassade du Qatar juste à côté, super bien. Mais c'est parce que c'est Genève et la Suisse, c'est un bon quartier. Bon, évidemment, donc notre approche du monde et notre analyse, elle est souvent biaisée de là où on se trouve. Moi,
critique, c'est très juste en disant « Ouais, mais toi, tu as voyagé dans le monde, tu as gagné de l'argent, tu peux pas comprendre le problème des gens qui sont pauvres et qui sont au chômage. » Ouais, c'est vrai, j'ai de la peine et je m'efforce. En fait, c'est dur parce que je ne suis pas dans une tour. Et j'ai tout fait pour pas y vivre d'ailleurs. Mais je dois, pour une fois, la gauche a raison quand elle dit « Mais d'où tu parles ?» C'est vrai qu'on doit aussi se remettre en question dans nos analyses par rapport à est-ce que ce qu'on fait, c'est vraiment une démarche qui est nécessaire, qui est vitale, ou est-ce que c'est un hobby de mec friqué qui a envie de changer de vie, qui se la joue dans sa mère. Moi, je me remets en question vachement souvent. Je suis en train d'aller complètement à côté de votre question, complètement à part, mais il faut avoir l'humilité de se remettre en question. Je ne sais pas si j'ai répondu aux relations Europe-États-Unis, mais voilà. Une autre question? Bonjour Pierrot. Question qui paraît basique, mais je ne connais pas du tout. Ça vient se connaître. Je suis un jeune, je m'intéresse au monde de la survie en général. Comme beaucoup de jeunes, voilà, je suis un con, j'aime les produits de luxe, les belles fringues, les belles voitures. Et quand on parle survie, souvent avec des gens autour de soi, des potes, du même âge, bon, souvent la vision des gens, c'est parce que tu veux, c'est avec des coups dans une affaire, mais rien à voir. Et quand je vous vois, je ne vois peut-être pas le techno en fait, qu'on pourrait imaginer, je suis désolé. Et je vois un t-shirt qui fait référence à Alien, super t-shirt. Voilà, vous avez l'air d'être quelqu'un de totalement sociable. Je me dis, est-ce qu'à un moment, dans cette logique, on est obligé, pour être crédible, de totalement quitter le système et de devenir du coup un techno, entre guillemets, ou est-ce que vous pensez qu'il y a quand même moyen de vivoter entre deux mondes, de faire cette jonction? Voilà, la nuit, je suis un connard, je sors en ville, j'ai une belle voiture, et le jour, j'ai ma ferme, j'ai mes poules, je suis autonome. Voilà, je pose la question. Merci, cette personne n'est pas un figurant rémunéré par le salon, mais c'est une vraie question. C'est une bonne question et elle est tout à fait juste. Et je te sûr, il y a des moments où je me dis, quand je suis pêcher mon sol, là c'est encore de la neige. Là, dans le crack, ça fait 2 semaines de travail, on met déjà les premières mauvaises herbes, de commencer à voir ce qu'il y a survécu, ce qu'il y a survécu. Et parfois, je me dis, c'était quand même bien quand j'étais dans ma BM décapotable, des boîtes de nuit sur la table, des gonzesses, c'était vachement bien. Mais bon, voilà, la vie c'est un choix. Vous le savez, vous êtes sportif, vous faites du sport. Chaque heure que vous passez à la gym ou à faire du sport, c'est une heure que vous ne passez pas à faire un jeu vidéo. Chaque heure que vous faites, chaque heure devant un jeu vidéo, c'est une heure que vous êtes en train de lire. Vous êtes en train de faire. La vie c'est un choix, tout le temps. Et d'ailleurs, on voit que les gens qui font du sport, qui font des arts martiaux ou autres, ils ont un respect mutuel qui transcende différences d'ethnie, de religion, de machin, parce que c'est un effort commun. Moi, je vois ça beaucoup dans le travail, de la terre, de tout ce qu'on veut, les animaux, ils sont sales, ils font caca partout, ils sont cons, souvent, enfin, putain, même les chiens, le chien, il regarde, t'as faim, va bouffer, non, il veut plus, moi qui donne. Bref, il y a plein de trucs où je préférais faire autre chose, mais à la fin, je me dis, non, mais c'est quand même sympa, parce que grâce au chien, tous les matins à 6h du match, je fais une demi-heure de marche, en plus de ce que je fais d'habitude. Et tout d'un coup, je dis, ah ouais, le monde à 6h du matin, il est marrant. Il est différent, parce que d'habitude, je me réveille tôt, mais je bosse ce matin. Et là, je ne peux plus bosser. Une année, je me réveille, je dois me balader avec le chien. Et c'est vrai que je fais dans la cuisine, dans le salon. Bref, bon, voilà, quoi, donc c'est rien d'exceptionnel. Mais oui, la vie est un choix. Et c'est vrai que parfois, je lis les réseaux, les gens disent oui, mais en fait, le seul moyen d'être un vrai survivaliste, c'est de vivre dans la forêt, de faire son feu, de manger des lapins crus avec ses dents et tout. Ouais, enfin non, je ne suis pas d'accord. Je pense que c'est un truc qui est bien, on peut apprendre à faire. Je veux dire, quiconque n'a jamais arraché la tête d'un lapin avec ses dents, n'a pas réussi sa vie, j'en sais rien. Non, on tape derrière, ils ne souffrent pas, il ne faut pas se faire souffrir des animaux. Ils sont gentils. Bon, mais ils sont. Enfin, voilà, moi j'aime les animaux, mijoter en sauce, c'est très bon. Et bref, mais il ne faut pas les faire souffrir, c'est mauvais pour nous, c'est mauvais pour eux. Bref. Amis véganes, bonjour. Mais, non, ils sont cool les véganes, ça va, c'est un peu une religion, ils sont sympas. J'aime bien. Ils ont raison sur certains, beaucoup de points. Je m'égare. Donc, ces choix et ces modes de vie,
c'est en fonction de vos moyens, en fonction de vos aspirations, et puis on n'est pas, encore une fois, on n'est pas une secte, on n'est pas obligé d'être un ascète, on peut choisir de dire, bah, je vis hardcore. Tout à l'heure, je mentionnais Marc, il est quelque part dans le Périgord, en train de... Voilà, il vit avec ses enfants, les enfants ne vont pas aller, il leur enseigne, lui. Moi, mes enfants, ils vont à l'école publique. Bon, ça va, en Suisse, elle n'est pas encore comme chez vous, ça va. J'ai le droit de le penser. Ensuite, la crédibilité qu'on a, la street cred du survivaliste, bah, ça dépend ce qu'on veut faire. Alors c'est sûr que le type est super bon, qui crée un Bear Grylls, David Manning, c'est vachement admirable ce qu'ils font. Et visiblement, ils ont une formation, parce que je prends Bear Grylls, c'est un ancien SAS, donc c'est un mec qui s'est sur lui avec ses mains facilement, aussi bien, il a appris à le faire. Mais ouais, mais si maintenant vous mettez à ma place, si moi mon objectif c'était, d'abord si j'avais été en ancien militaire, ancien commando, si je savais tuer les gens rapidement, hein, comment j'arrive, enfin, je sais pas, j'imagine, mais je sais faire. Mais je ne peux pas le dire. Et puis c'était pas moi, la nuit. Voilà, si je savais tuer les gens comme ça, claque la nuit, machin. Et si je venais vous parler de stratégie et de machin, je serais biaisé et j'essaierais de vous expliquer qu'il faut faire une formation militaire absolument et c'est génial et tout. Ça peut l'être, si c'est votre. Il y a des recrutements là, c'est pas mal. Les chasseurs alpins, ils sont vachement bien. Mais on est tous biaisés forcément. Donc moi, je suis obligé de vous parler d'un monde où je peux avoir encore un pied dans un monde un peu cool, un peu moderne, et trucs, quand je parle. Et puis à côté, j'ai depuis une dizaine d'années commencé mes préparatifs au cas où, et puis je découvre que c'est une vie meilleure. Je vous avoue, au tout début de mon préparatif, c'était putain, on va tous mourir. Je m'achète un flingue et j'achète des boîtes de conserve. Le truc, en 2005, ça a été ça. Aujourd'hui, je ne pense pas comme ça. D'abord, heureusement, on change. Et au moins, j'ai toujours mon flingue et plus de boîtes de conserve. Enfin, je ne fais pas qu'un. Non, je sais, j'utilisais très bien. Mais je veux dire, l'idée, c'est qu'on évolue de toute façon. Peut-être jeune, c'est génial de faire une carrière militaire, c'est génial de faire une carrière dans un métier manuel ou pas. Ou si vous, tout d'un coup, vous n'êtes pas abandonné mes études d'avocat, vous faites des études d'avocat, vous gagnez plein d'argent. Et à côté, le week-end, tu vas dans la forêt, tu fais des trucs, et puis tu as le droit d'aller dans la forêt avec ta BMW décapotable, garer en lisière, et ensuite d'aller dans la forêt avec ton sac à dos. Vous voyez, je veux dire, en fait, je suis très suisse, je suis un peu modéré, quoi qu'on en dise. Et même pour un Suisse aussi, je suis modéré. Non, je ne suis pas modéré. Mais je suis assez radical en réalité parce qu'on touche la racine de qui on est, le cœur de qui on est. Mais on peut l'adapter, encore une fois, en fonction de nos modèles, tout ça. Je le répète, bon, hein, mais ça répond à votre question. Mais, voilà. Dernière question, monsieur. Bonjour. Voilà, moi j'avais une question, c'était par rapport en fait à si l'éventuel ça se passait comment au niveau des banques. Parce que du coup, en fait, on a tous des questions publiques, qu'est-ce qui se passerait si on pouvait être amené à l'école. Donc, du coup, voilà, c'était ma question. Moi, on m'a pas entendu. Voilà. Nous avons affaire à quelqu'un de la banlieue parisienne. Tu auras pu le noter si tu peux reprendre la question. Alors, l'argent, le nerf de la guerre, et donc les banques. Tout d'abord, venant de Suisse, je dois faire attention à ce que je dis. En cas d'effondrement, la question qui se pose par rapport à l'argent et les banques, c'est évidemment qu'est-ce qui circule, qu'est-ce qui nous permet de faire des échanges. Mais ça, évidemment, ça dépend du type d'effondrement, parce que quand on regarde l'effondrement financier de l'Argentine, il y a quelques décennies maintenant, les banques ont simplement fermé. Ils ont dit, bah voilà, vous vous démerdez, nous on ferme parce qu'on n'a pas assez de liquidité et surtout, on ne veut pas que vous nous cassiez les meubles, donc on ferme les portails et puis on attend de voir. Et on attend que ça se calme. Et donc les gens, à ce moment-là, l'argent, souvent, il part en inflation ou alors on a du troc. Les gens se débrouillent sans argent. Il n'y a jamais eu des gens qui sont morts de faim
avec des choses utiles. Généralement, ils échangent les choses qu'ils ont en échange de ce qu'ils ont besoin. Bon, mais dans des situations moins dramatiques, les banques, elles existent toujours. Certaines peuvent faire faillite, mais elles sont achetées ou ramassées par les autres. Donc, si sous-jacent à la question, je ne dis pas que c'est le cas, c'est j'ai qu'à prendre un crédit pour acheter une ferme et ensuite, le jour où c'est l'effondrement, je ne rembourse pas parce qu'on en a à foutre, vous prenez un gros risque parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va récupérer le crédit. Si c'est un effondrement total, non. Mais le risque qu'un effondrement soit modéré, il est beaucoup plus grand qu'un effondrement total. Et le risque qu'un effondrement juste pour vous, parce que vous perdez votre boulot, parce que vous êtes remplacé par un robot ou par une intelligence artificielle, par exemple, bah, il est plus grand que toutes les banques fassent faillite simultanément. Il y aura toujours une qui récupère votre crédit qui viendra à un moment vous dire vous devez toujours ça plus les intérêts. Après, c'est vrai que dans l'histoire, on voit aussi que dans des cas d'hyperinflation, si d'un coup on passe à du 50, du 100% d'inflation, bah, votre crédit diminue aussi. Et à ce moment-là, vous avez intérêt à avoir des revenus qui vous permettent de couvrir cela. On ne dit pas, mais pendant la République de Weimar, il y a des gens qui sont propriétaires de leur maison, parce que leur maison, au bout d'un moment, elle valait moins qu'une tranche de pain. Simplement, si vous voulez acheter une maison, personne ne va vous la vendre pour ce prix-là, le prix va aussi changer. Donc, c'est assez complexe la relation dans les banques. Et puis aussi, il faut avouer que le système bancaire d'aujourd'hui n'a rien à voir avec le système bancaire il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 100 ans. Ça n'a rien à voir. Et donc, en fait, on est dans un monde un peu inconnu. On n'a jamais eu un système financier si complexe, avec autant de produits dérivés, avec autant de dettes, avec autant de systèmes cotés, je ne sais pas comment dire en français, repackagés, remis en place, revendus, saucissonnés à travers le monde entier. Et en fait, je crois que personne n'a aucune idée de ce qui se passe dans le ventre de la dette, du système bancaire. Aucune idée. Moi, je ne suis pas contre le système bancaire ou contre la bourse, pas du tout. Je ne suis pas un anticapitaliste du tout. Je pense qu'il y a des systèmes vachement bien réfléchis qui sont biaisés, qui ont été amenés par la crédulité des gens et par la rapacité de ceux qui les mettent en place. Mais vous savez, pour chaque escroc, il y a aussi un naïf. Malheureusement, ça fonctionne comme ça. Mais c'est très complexe. Donc, en fait, on ne sait pas. Si sous-jacent à la question, c'est est-ce que je prends un crédit et tout, pourquoi pas, mais faites gaffe. Faites gaffe quand même qu'il faut pouvoir le rembourser, votre crédit tôt ou tard. Maintenant, vous savez, la Grèce est en train de payer du 16% d'intérêt aux gens qui leur ont vendu des obligations, aux gens qui ont acheté des obligations grecques. Il y a 10 ans, j'aurais jamais pensé que ça allait tenir 10 ans en 2008, obligations à 16, 24%. Celui qui a investi dans les obligations grecques à l'époque, il s'est fait un petit magot, là, c'est sympa. Enfin, il a bien rentabilisé son investissement. C'est compliqué l'histoire des banques. En réalité, vraiment, personne ne sait vraiment comment ça marche à l'intérieur. Je crois que même les banquiers, parfois, ils me disent, c'est la réponse que j'ai, qui suisse, ils me disent, pousse le truc, mais alors comment ça va? Ils me disent, alors, je ne sais pas s'il faut avoir confiance ou pas, mais en tout cas, la réponse est. Je vous remercie, parce qu'on a fait le tour, j'ai autre chose à faire. Donc, à très bientôt. Merci. Alors, Pierrot, déjà au nom de toute l'équipe du Salon du Survivalisme, je te remercie pour ta présence. On sait très bien que des personnalités qui ont une visibilité dans le domaine du survivalisme nous permet aussi, nous, en tant que salon, d'exister et voilà, de faire que vous êtes aussi tous présents aujourd'hui. Donc, Pierrot, pour t'aider à cet exercice et nous avoir permis également de pouvoir profiter de